Bien sûr, je vais essayer de vous présenter l'essentiel de cette formation en machine learning et deep learning. Ceci dit que vous avez, et j'aimerais bien avoir c'est-à-dire si vous avez des questions tout au long de ma présentation, vous avez le droit de m'arrêter, de m'interrompre pour discuter c'est-à-dire sur les choses que vous aimeriez encore détailler. D'accord? Donc, n'essayez pas d'être passif tout au long de cette présentation, mais essayez de vous manifester pour que je puisse avoir une idée sur mon public. Donc, très bien. Donc, je vais commencer. Euh, euh, Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, je suis très, très, très heureux de vous accueillir pour cette session pour la formation de machine learning et deep learning. L'objectif de cette formation, c'est premièrement de vous donner une compréhension approfondie de l'apprentissage automatique, c'est-à-dire le machine learning en anglais, et de l'apprentissage profond, le deep learning. Cette formation va se dérouler en combinant la théorie et la pratique, c'est-à-dire que pour chaque séance, nous allons faire une partie théorique pour comprendre les concepts de base et à la fin, nous allons faire un atelier ou bien des ateliers pratiques en ligne sur Google Collaboratory. L'objectif de cette formation aussi, c'est de vous aider à maîtriser les implémentations concrètes des modèles d'intelligence artificielle. Nous allons utiliser le langage de programmation Python et bien sûr, comme je l'ai déjà signalé, et même dans la pour l'annonce de cette formation, nous allons utiliser la plateforme en ligne qui est gratuite, Google Collaboratory, qu'on note toujours Google Collab. Nous allons, tout au long de cette formation, explorer ensemble comment ces modèles machine learning et deep learning peuvent être appliqués d'une manière efficace afin de résoudre des problèmes concrets et pratiques. Donc, je vais essayer de présenter tout d'abord l'organisme qui organise cette formation et le formateur. Donc, cette formation, elle est organisée par l'Association scientifique des systèmes intelligents, A2SI. C'est l'association qui va s'en charger des échanges, des emails avec les participants. Cette formation, elle est fondée presque il y a 10 années plutôt. Pour le formateur, je suis Sabri Abdouahed. Je suis professeur à la faculté des sciences d'Al Malaz de Fès. Université Sidi Mohamed Ben Abdullah. Pour mes activités de recherche, ils portent essentiellement et principalement sur la science des données, c'est-à-dire avec mon équipe, nous avons auparavant développé un ensemble de modèles intelligents dont l'objectif c'est faciliter ou bien apporter de l'aide au diagnostic médical et c'est-à-dire nous avons essayé d'accompagner au mieux les professionnels de la santé pour la prise de décision. Donc actuellement, on s'intéresse surtout sur le déploiement et l'intégration des machines, des modèles plutôt de machine learning et deep learning sur des systèmes embarqués à base de microcontrôleurs afin de permettre leurs utilisations dans des environnements réels et appliqués. Donc pour l'organisation de cette formation, elle va s'étaler normalement nous sommes dans la troisième session. Nous avons déjà terminé une première session. Dans la deuxième session, on est à la sixième séance. Donc, nous allons faire environ 8 semaines, 8 semaines de formation, 8 séances, et c'est-à-dire à une fréquence d'une séance par semaine. Chaque séance sera entre 2 heures et 2 heures et demie, voire des fois 3 heures. Chaque séance sera conçue ou bien va être conçue d'une manière interactive, c'est-à-dire que tout au long de nos séances, il y aura des exercices pratiques, il y aura des questionnaires, il y aura des quiz. Ceci est dans l'objectif de vous permettre de mesurer directement votre progression à fur et à mesure de l'avancement de notre formation.
Et bien sûr, la veille de chaque séance, vous allez recevoir un email qui contient le lien d'accès à la session, c'est-à-dire la session qui sera enregistrée et mise, c'est-à-dire chargée sur ma chaîne YouTube. Et vous aurez droit aux enregistrements vidéo et tous les supports pédagogiques, ainsi que le notebook, parce que je viens de le dire qu'on va travailler en ligne sur Collab. Vous aurez, vous allez recevoir un lien du notebook sur Google Colab que vous pouvez enregistrer sur votre machine et bien sûr l'utiliser, euh, c'est-à-dire après. Et la formation, comme c'est déjà signalé, c'est certifié, c'est-à-dire que à la fin des semaines de formation, vous allez recevoir par email votre certificat de participation qui atteste bien sûr votre implication et vos acquis lors de cette formation. Mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est pas que à la fin vous aurez une attestation, un certificat ou autre, mais l'essentiel c'est que, c'est-à-dire que les objectifs de transmission de l'information seraient réalisés sans problème et que à la fin vous serez capable de d'implémenter vos modèles sur vos tâches, que ce soit une tâche, c'est-à-dire recherche scientifique ou bien des projets de fin d'études ou bien dans l'industrie ou autre. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous allez apprendre de cette formation? Tout d'abord, je vais essayer de vous aider à maîtriser les fondamentaux du machine learning et du deep learning. Vous allez, espérons-le, et d'après, c'est-à-dire mon expérience avec les autres sessions, vous allez sûrement apprendre comment implémenter des modèles intelligents en utilisant le langage Python et plus particulièrement à travers des frameworks reconnus tels que TensorFlow et PyTorch. Nous allons aussi explorer les domaines clés comme la vision par ordinateur, c'est-à-dire on va voir et utiliser les modèles machine learning et deep learning pour faire de la vision par ordinateur, pour faire le traitement d'images, pour faire la classification des images, même pour faire la segmentation des images. Nous allons aussi travailler avec le NLP pour le traitement du langage naturel, pour Natural Language Processing, afin de vous permettre d'appliquer cette technique sur des problèmes réels. Un aspect essentiel, c'est d'apprendre comment optimiser vos modèles et comment réaliser ce qu'on appelle le fine-tuning sur des modèles avancés afin d'atteindre les meilleures performances par le fine-tuning et via ce qu'on appelle le transfer learning. On veut, c'est-à-dire ça veut dire que vous allez apprendre à utiliser et adapter des modèles très performants qui ont été entraînés sur de gros volumes de données pour les utiliser sur vos propres données. C'est-à-dire utiliser les connaissances des modèles. Par modèle, je veux dire des algorithmes, des architectures machine learning, bien deep learning, qui ont été déjà appris sur un large corpus, un large dataset, pour les utiliser sur nos données, nos propres données. Alors donc, toutes ces compétences seront acquises, comme je viens de le dire, à travers des ateliers pratiques. Ces ateliers seront entièrement réalisés en ligne sur la plateforme Cloud Google Colab. Google Colab signifie que vous n'aurez rien installé et que vous allez juste utiliser un navigateur web et bien sûr votre compte Google. Et pour consolider vos acquis, vous allez, c'est pas devoir, mais vous allez, vous serez amené à réaliser des projets concrets ainsi que des exercices après chaque séance. C'est pas obligatoire, mais en général, je vous conseille de le faire après chaque séance, ou bien surtout les deux premières séances. Je vais vous envoyer des exercices à faire pour s'entraîner et surtout pour moi, pour voir à quel niveau vous avez pu acquis, c'est-à-dire ce qui a été présenté lors des séances. Donc, je vais répéter que Colab
C'est un environnement de développement Jupyter, pour ceux qui ont déjà travaillé avec Jupyter, et qui est en ligne, en cloud, qui permet de coder avec le langage Python, ainsi que R et autres, mais on va l'utiliser pour Python. Et Jupyter de Google, il est très optimisé pour le machine et le deep learning. Donc, après cette petite introduction sur les formalités de la formation, et après que vous avez une vision, entre parenthèses, globale de la formation, de ses objectifs et de son déroulement, maintenant nous allons entrer directement dans le vif du sujet avec une introduction aux concepts fondamentaux qui vont nous accompagner tout au long de cette formation. Nous allons voir l'apprentissage automatique ou bien le machine learning et nous allons aussi voir l'apprentissage profond ou bien le deep learning. Bien sûr, avant d'entrer en détail et présenter ce que c'est que l'apprentissage automatique, je vais tout d'abord vous présenter ce que c'est que l'intelligence artificielle, parce qu'on utilise toujours le mot intelligence artificielle. Des fois, on l'utilise dans le bon sens, mais des fois, on l'utilise à tort et à travers. Donc, et surtout, pourquoi cette intelligence artificielle, elle est devenue aussi importante aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle, ce qu'on note toujours IA, c'est quoi? Donc, elle consiste à développer des systèmes informatiques qui soient capables d'imiter au mieux l'intelligence humaine. Toujours on dit au mieux parce que on peut pas, ouais, jusqu'à maintenant, on peut pas imiter l'intelligence humaine telle qu'elle a été conçue par le Dieu. Donc concrètement, ça signifie de concevoir des systèmes capables d'analyser leur environnement, des systèmes capables de raisonner, des systèmes capables d'apprendre de leurs expériences et finalement des systèmes capables d'agir ou de prendre des décisions de façon autonome, un peu comme le ferait notre cerveau. Pour résumer cette introduction, donc l'IA permet aux machines de penser, d'apprendre et d'interagir avec le monde de manière similaire aux êtres humains. Les applications qui intègrent l'intelligence artificielle ont pour but essentiel, c'est d'améliorer la productivité. Dans plusieurs domaines, l'IA a déjà prouvé qu'elle peut accomplir certaines tâches plus rapidement que les humains, et surtout pour les tâches qui sont des tâches répétitives. Donc l'expérience a dit que on peut utiliser l'IA dans des tâches répétitives et l'expérience a montré que l'IA permet une performance plus élevée que les êtres humains. On peut dire que l'IA prend une place de plus en plus importante, allant parfois jusqu'à remplacer les humains. Et bien sûr, l'IA est aussi utilisée pour assister dans la prise de décision. Il faut toujours signaler qu'il s'agit plutôt d'une aide et non pas d'un remplacement complet. On parle que l'IA va remplacer les humains, mais dans des contextes, dans des applications bien spécifiques, on ne peut pas faire confiance totalement à l'intelligence artificielle, mais plutôt on peut l'utiliser comme une aide, comme un support de prise de décision. Par exemple, dans la santé, il y a des solutions qui sont vraiment très performantes, qui sont innovantes, mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on a des solutions intelligentes qui vont remplacer à 100% l'humain, qui vont remplacer le médecin, qui vont remplacer le spécialiste, mais on va l'utiliser pour aider le médecin, pour aider le spécialiste et l'humain, c'est-à-dire l'expert, le spécialiste, le médecin, va rester au centre des décisions et l'IA comme un support, pas plus. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous l'avez certainement noté, elle est présente dans presque
tous les domaines. On la retrouve, par exemple, dans les systèmes de reconnaissance faciale. On la retrouve dans les outils d'aide au diagnostic médical. Elle est également utilisée dans les chatbots, c'est-à-dire ou bien les assistants virtuels. On la retrouve aussi dans la détection des fraudes, dans les systèmes de recommandation, par exemple dans les systèmes de plateformes de streaming ou bien des systèmes e-commerce. L'IA, elle est omniprésente. Et bien sûr, on la trouve dans d'autres domaines. On dit que l'IA, elle est au cœur des technologies comme, par exemple, on la retrouve dans les robots autonomes, dans les voitures autonomes et bien d'autres. L'intelligence artificielle n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est pas il y a 20 ans. On va voir que vraiment, elle a été présentée, ça fait quelques années, mais on ne pouvait pas vraiment l'utiliser tel que on l'utilise très récemment. Pourquoi? Tout simplement parce que avant les années 80, les ordinateurs étaient trop lents, n'étaient pas assez puissants et surtout manquaient de mémoire. Parce qu'on va voir que l'intelligence artificielle a besoin de données. Et tant qu'on a des données de très bonne qualité, assez de données, on aura une intelligence artificielle performante. Et c'est pourquoi, avant les années 80, 1980, on ne pouvait pas avoir cette IA qu'on a aujourd'hui. Mais seulement avec les progrès technologiques récents que l'IA a pu vraiment se développer et a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, dans les années 50, on commençait déjà à parler des robots intelligents qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Et dans les années 60, les premiers chatbots ont vu le jour, c'est-à-dire que les chatbots qu'on utilise si souvent nos jours ne sont pas très récents, mais ils étaient présents dans les années 60. Ils n'étaient pas présents avec les mêmes fonctionnalités, avec les mêmes réponses, avec les mêmes résultats, avec la même vitesse, mais ils étaient présents dans les années 60. Donc, pour rappel, un chatbot, c'est un programme informatique capable de dialoguer automatiquement avec un utilisateur. Il peut répondre à des questions, donner des informations ou aider à accomplir une tâche. Et après, dans les années 70, on développait déjà des systèmes capables de comprendre le langage humain et de faire le traitement du langage naturel, qu'on note NLP pour Natural Language Processing, d'une manière automatique. Pour résumer, l'intelligence artificielle n'est pas une invention récente, elle existe depuis longtemps, mais c'est seulement ces dernières années qu'elle a vraiment explosé. On peut considérer l'intelligence artificielle comme le concept général. Le machine learning, en français apprentissage automatique, est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et qui consiste à faire apprendre de la connaissance à une machine à partir des données. Donc, nous avons l'IA comme concept général et nous avons un sous-domaine qu'on appelle apprentissage automatique en anglais, machine learning. Le terme qu'on va utiliser plus, c'est le machine learning. Et le machine learning consiste à apprendre ou bien à faire apprendre de la connaissance à une machine à partir de données. On va voir que tout tourne autour des données. Et au sein du sous-domaine de l'IA qui est le machine learning, il y a un autre sous-domaine encore plus spécifique qui est l'apprentissage profond, en anglais le deep learning. Ces trois termes, généralement, laissent souvent une confusion. Donc, pour lever cette ambiguïté, l'intelligence artificielle, c'est le concept global. L'objectif, c'est de créer des machines. Donc là, on parle de machines.
Donc, l'IA a pour objectif de créer des machines qui soient capables de reproduire certains comportements intelligents des humains. Par exemple, raisonner, apprendre, comprendre ou même percevoir leur environnement. Alors que le machine learning ou l'apprentissage automatique, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans ce sous-domaine, on donne à la machine des données et la machine va apprendre toute seule à en tirer des règles ou à faire des prédictions sans qu'on lui dise exactement comment le faire. Et le deep learning, ou bien l'apprentissage profond, va encore plus loin. C'est une branche du machine learning et qui s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels profonds. Donc, les réseaux de neurones artificiels profonds ont été introduits pour imiter les neurones biologiques, c'est-à-dire les neurones euh, qui sont utilisés par notre cerveau pour stocker les données, pour prendre des décisions et bien d'autres. Donc là où le machine learning classique a souvent besoin qu'on définisse manuellement des bonnes caractéristiques ou bien des bons attributs, des bonnes représentations, ce qu'on appelle dans le jargon intelligence artificielle des features, le deep learning, elle est capable de les extraire d'une manière automatique. Ici, c'est une comparaison entre le machine learning et le deep learning parce que le machine learning, on dit que la caractérisation ou bien la description de l'information qu'on va utiliser ou qu'un algorithme de machine learning va utiliser vont être extraites manuellement. C'est-à-dire que c'est le développeur, celui qui va concevoir le modèle, qui va extraire ces informations. Alors que le deep learning, il est capable d'extraire cette information, cette caractérisation d'une manière automatique, ce qui le rend très puissant pour des tâches complexes et surtout pour des tâches de la vision par ordinateur ou bien de la compréhension du langage. Alors, après vous avoir présenté l'intelligence artificielle, l'IA, le machine learning, ML, le deep learning, DL, et après avoir présenté les relations les relations et les différences entre ces trois concepts, nous allons voir par la suite comment l'intelligence artificielle peut prendre des décisions d'une façon autonome et surtout intelligente. Alors pour le faire, les systèmes IA doivent suivre un certain nombre d'étapes. Sur le slide devant vous, sont présentées les étapes d'une manière générale, exposant comment une intelligence artificielle peut prendre des décisions. L'exemple présenté ici concerne un type spécifique qui est la classification supervisée, parce qu'il y a la classification supervisée, non supervisée par renforcement. Ici, je vais essayer d'utiliser un exemple de classification supervisée pour vous aider à comprendre comment l'IA va prendre des décisions. Bien sûr, nous allons y revenir par la suite, Inch'Allah, pour vous présenter plus de détails. Donc, dans cet exemple, ça consiste en la classification des lésions cutanées à partir des images, c'est-à-dire les lésions de la peau. On va essayer de voir comment une intelligence artificielle va pouvoir, à partir d'une image d'une lésion, dire est-ce que c'est une lésion cutanée bénigne ou bien maligne, qu'on note mélanome ou bien non mélanome. Donc, je vais vous présenter l'étape d'une manière générale, les étapes plutôt d'une manière générale. Alors, premièrement, pour pouvoir faire fonctionner correctement notre intelligence artificielle, comme je l'ai dit assez de fois, nous avons besoin des données et des données en grande quantité et des données de très bonnes données, c'est-à-dire de bonne qualité. Dans cet exemple, j'ai présenté ici sur le slide, des images des lésions cutanées de la peau et je les ai divisées en
des images de type ou bien qu'on note de classe, mélanome, et des images de type ou bien de classe non mélanome. Donc, nous avons deux ensembles des images. Un ensemble d'images que représente la classe mélanome et un autre ensemble qui représente la classe non mélanome. C'est-à-dire que, tout simplement, que nos données images sont de deux classes et chaque classe, elle est identifiée au préalable appartenant, ou bien chaque image, elle est identifiée au préalable appartenant à une de ces deux classes. Par la suite, ces données seront utilisées par notre modèle IA dans un processus qu'on appelle entraînement ou bien apprentissage. C'est-à-dire que nous allons passer les données à notre intelligence artificielle et l'intelligence artificielle va adapter ses paramètres pour apprendre à faire la différence entre les images de type mélanome et les images de type non mélanome. Après entraînement, le modèle sera alors capable de classer ou bien d'identifier correctement si une lésion cutanée à partir de son image va appartenir ou bien va être classée comme étant mélanome ou bien non mélanome. Et pour comparer ou bien pour une comparaison entre la décision d'un spécialiste et la prédiction d'une intelligence artificielle, on va prendre le même exemple de classification des lésions cutanées. Nous allons, c'est-à-dire pour le spécialiste, lorsqu'un dermatologue établit un diagnostic, il va s'appuyer sur son expertise médicale, prenant en compte divers éléments tels que l'examen clinique, les antécédents du patient, les symptômes et les résultats d'analyse complémentaires. Donc, dans ce processus, le spécialiste va mobiliser son expertise et ses connaissances approfondies en dermatologie. Toujours, on va à chaque fois préciser que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'expertise humaine, surtout dans le contexte médical, mais elle peut améliorer la précision du diagnostic ou bien aider le spécialiste à faire une prise de décision. Et surtout, l'apport de l'IA dans ce contexte, c'est de faire une analyse complémentaire qui est rapide et qui est objective. Alors, en contrepartie, l'intelligence artificielle va intervenir comme un outil d'aide au diagnostic. Elle va, toujours l'intelligence artificielle, elle va analyser les images de lésions cutanées pour extraire et c'est-à-dire pour en extraire et en exploiter des caractéristiques spécifiques. Donc, je rappelle que les caractéristiques, c'est-à-dire en anglais, c'est features, et c'est le terme qu'on va utiliser assez souvent dans notre formation. Donc, pour cet exemple d'image de lésions cutanées, l'intelligence artificielle peut extraire des features ou bien des caractéristiques telles que la forme, telles que la texture, telles que la couleur, et bien d'autres paramètres visuels. Et après, une fois les caractéristiques ou bien les features ont été extraites, on va faire appel, bien l'IA va faire appel à des algorithmes qui sont entraînés sur de vastes bases de données. Et l'IA peut proposer une classification des lésions en s'appuyant sur les mêmes symptômes utilisés par le spécialiste. Et elle peut aussi, c'est-à-dire donner euh, une prédiction et peut assister le médecin dans sa prise de décision. Pour bien comprendre encore le fonctionnement de l'IA, je vais vous présenter un exemple simple pour la reconnaissance d'objets. Et surtout que l'IA va utiliser les données pour s'entraîner. Donc ou bien on suppose qu'on veut développer et concevoir un système intelligent pour la reconnaissance et l'identification des images de fruits. Comme je l'ai déjà dit dans les slides précédents, l'IA a besoin de données. Elle a besoin de données de grande quantité, de très bonne qualité pour s'entraîner. Alors, tout simplement,
Si notre système s'est déjà entraîné sur un ensemble de données qui contient des images de fraises, il sera capable d'identifier une image de fraise sans problème. Par contre, si notre intelligence artificielle s'est entraînée sur un ensemble de données ou bien un ensemble d'images où il n'y a pas de fraise, c'est-à-dire que l'IA n'a jamais vu une image de fraise, mais au lieu de la fraise, les images des tomates ont été présentes. Automatiquement, si on va utiliser notre IA pour classifier une image de fraise, notre IA va l'identifier comme étant une tomate. Bien sûr, en se basant sur les features ou bien les caractéristiques, c'est-à-dire la forme, la couleur ou même la texture. Ceci pour dire que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement des algorithmes, des architectures qui s'entraînent, qui apprennent à partir d'un ensemble de données pour, à la fin, faire ou bien donner un résultat ou bien des prédictions. Donc, j'ai présenté un exemple, comme je l'ai déjà dit, un exemple de classification supervisée. On va y revenir, mais entre parenthèses, une classification supervisée, c'est-à-dire que nous avons un ensemble de données avec les classes, avec les étiquettes. Bien sûr, on peut utiliser une IA pour regrouper ou bien segmenter des éléments en des sous-ensembles en se basant aussi sur des caractéristiques ou bien des informations en commun entre les éléments. Ici, c'est le deuxième type de l'apprentissage automatique qui est l'apprentissage non supervisé, ou bien la classification non supervisée qu'on note assez souvent le clustering. Bien sûr, on va y revenir en détail après. Alors, donc maintenant que nous avons une vue d'ensemble sur l'intelligence artificielle et sur ses sous-domaines, c'est-à-dire l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, nous allons par la suite explorer l'apprentissage automatique, le machine learning, et l'apprentissage profond, le deep learning. Comme je l'ai déjà présenté, l'apprentissage automatique est un sous-domaine de l'IA qu'on peut définir comme étant un ensemble d'algorithmes ou bien des modèles qui sont capables d'apprendre à partir des données ou bien à partir des expériences. Et de même, le deep learning est un sous-ensemble de la machine learning. On peut définir trois types d'apprentissage dans le machine learning et automatiquement dans le deep learning. Nous avons l'apprentissage supervisé, en anglais supervised learning. Nous avons l'apprentissage non supervisé, unsupervised learning, et nous avons l'apprentissage par renforcement, le reinforcement learning. Donc, ce sont les trois types de base de l'apprentissage automatique, mais il y a d'autres types d'apprentissage qui ont été présentés par la suite. Donc, dans l'apprentissage supervisé, un modèle machine learning ou bien deep learning a besoin des données qui soient étiquetées, c'est-à-dire où chaque donnée doit appartenir à une classe. Le terme supervisé vient du fait que le modèle il est guidé, c'est-à-dire supervisé par les données ici, et surtout supervisé par des données qui sont étiquetées, qui sont annotées, qui sont classifiées. C'est-à-dire que chaque donnée, chaque entrée a une étiquette ou bien a une classe ou bien a une annotation. Ce sont les termes qu'on peut utiliser à chaque fois et ça dépend du contexte. Donc, je disais que le modèle, il est supervisé ou bien guidé par les données étiquetées pendant son entraînement ou bien pendant l'apprentissage. C'est un peu comme si un élève qui apprend sous la supervision d'un enseignant. Ici sont présentés trois exemples d'apprentissage ou bien de classification supervisée. Nous avons à gauche de votre écran un exemple de classification des emails en spam ou bien non spam en se basant sur le contenu d'un email. Le deuxième exemple
est un exemple de classification supervisée des images en mélanome et non mélanome en utilisant des images des lésions cutanées. Et pardon, dans le troisième exemple, on parle ici d'une régression, c'est-à-dire que c'est une classification, mais qui consiste à estimer une valeur numérique. Ici, dans l'exemple, c'est le prix de vente d'une maison utilisant les informations des appartements. Donc là, on parle de la régression au lieu de la classification. Et dans chaque cas d'application, le modèle sera entraîné sur les données avec leurs étiquettes pour estimer ces paramètres. Parce qu'on va voir par la suite que on va utiliser des algorithmes. Des algorithmes ont des paramètres et l'entraînement ou bien l'apprentissage a pour objectif d'estimer les paramètres permettant au mieux de faire la correspondance entre une donnée et son étiquette. Après entraînement et estimation des paramètres du modèle, le modèle, bien sûr, sera capable de prédire l'étiquette ou bien la classe d'une nouvelle entrée. Bien sûr, on va le voir par la suite que on va entraîner le modèle sur un ensemble de données et on va essayer de l'évaluer pour voir sa performance et on doit utiliser de nouvelles données qui n'ont pas été utilisées lors de l'entraînement. Alors, identifier si, par exemple, identifier si un email est un spam ou non pour le premier exemple. Classifier une image de lésion cutanée en mélanome ou non mélanome dans le deuxième. Et prédire le prix de vente d'un appartement à partir des informations de l'appartement dans le troisième exemple. Nous avons vu l'apprentissage supervisé. Pour le deuxième type qui est l'apprentissage non supervisé, qu'on note souvent le clustering, ici les données ne sont pas étiquetées. C'est-à-dire, on n'a pas, comme la classification, bien l'apprentissage supervisé, on n'a pas d'étiquette ou bien de classe pour chaque donnée, mais le modèle va essayer d'identifier des structures ou bien des informations en commun pour faire des regroupements dans les données. On peut l'appliquer pour segmenter des clients suivant des critères spécifiques comme la région, l'engagement ou autres. Et on peut même l'utiliser pour la segmentation des images, pour identifier les objets et pour séparer les objets de l'arrière-plan dans une image. Et le troisième type, c'est l'apprentissage par renforcement. Ici, on utilise un agent qui va ou bien qui apprend en temps réel en interagissant avec son environnement et cet agent va recevoir des récompenses en fonction de ses actions. C'est-à-dire, comme exemple, un programme qui apprend à jouer à un jeu vidéo en maximisant son score et comme exemple le plus utilisé dans ce contexte, c'est-à-dire l'IA dans les jeux, ce sont les échecs. Alors, lorsqu'on développe un modèle de classification, il faut bien sûr suivre des étapes et suivre le cycle de vie ou bien un cycle de vie bien structuré. On parle d'un workflow, on parle d'un pipeline et ici je vais le noter un cycle de vie. Donc le cycle de vie d'un modèle de classification, comme il est représenté sur la figure, est représenté sous forme d'un schéma séquentiel. C'est-à-dire que nous avons une étape qui suit l'autre. Donc, on a parlé assez sur les données et c'est la première étape. Donc, la première étape pour la conception d'un modèle de classification, c'est la collecte de données. L'IA a besoin de données et automatiquement, on doit avoir sous la main un ensemble de données qui soit représentatif, qui soit assez et bien sûr suivant le concept. Donc, pour les données dans nos applications, elles peuvent être issues de plusieurs sources. On peut les avoir à partir des bases de données, des datasets.
On peut les avoir à partir des fichiers CSV, on peut les avoir à partir des API ou bien d'autres. Après, c'est-à-dire une fois nous avons les données, bien sûr, on ne va pas les utiliser directement, mais il faut faire ce qu'on appelle le pré-traitement ou bien on va les préparer pour les utiliser dans la conception du modèle de classification. On va voir que pour le machine learning, on doit faire un pré-traitement bien précis, un peu avancé, mais pour le deep learning, on va voir que on va procéder à quelques pré-traitements très basiques, parce que le deep learning va lui aussi faire son pré-traitement pour les préparer. Donc, dans cette étape de pré-traitement, on va procéder à ce qu'on appelle l'ingénierie de caractéristiques, ou en anglais le features engineering, et qui est considérée comme une étape clé dans ce cycle de vie, c'est-à-dire préparer des données ou bien les bien représenter pour qu'un modèle puisse l'utiliser et puisse en sortir des informations très pertinentes. Alors, après, nous avons l'étape de conception de modèles de classification. Donc, pour cette étape, on doit choisir un algorithme pour le machine learning, une architecture pour le deep learning, c'est-à-dire que on doit choisir un algorithme ou bien architecture qui soit adapté à nos données et par la suite, on va procéder à l'entraînement de notre modèle et après entraînement, on doit l'évaluer pour voir est-ce qu'on peut lui faire confiance pour l'utiliser par la suite. Et après, une fois nous avons entraîné notre modèle, et nous l'avons évalué. Si on se dit que on peut lui faire confiance, on va le déployer. C'est-à-dire là, on va parler de l'étape de déploiement, ce qu'on note dans le jargon, l'inférence. Cette étape consiste en la mise en production du modèle ou bien en la consommation du modèle. Bien sûr, dans cette étape, il faut bien veiller au bon fonctionnement du modèle et surtout de la taille du modèle et du temps de réponse, c'est-à-dire le temps de prédiction. Et automatiquement, il faut toujours surveiller le comportement de notre modèle, c'est-à-dire il faut sauvegarder les prédictions et les données ou bien les présenter à un expert pour voir est-ce que après déploiement, le modèle se comporte bien ou bien il faut apporter ou bien revenir en arrière pour apporter quelques modifications et améliorations. Une question, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, par rapport à la phase conception du modèle de classification, Mhm. ça veut dire qu'on doit choisir le type de classification à adopter à nos données, c'est ça? Normalement, le type, c'est déjà parce qu'on va travailler dans un contexte, on sait bien est-ce que c'est une classification supervisée ou non. Si par exemple, je veux faire une classification des lésions cutanées, je veux prédire quelque chose, on parle de la classification supervisée. Mais si je veux faire le regroupement, la segmentation, c'est non supervisé. C'est-à-dire que le type, c'est déjà fixé au préalable. Mais dans la conception, on parle de, on doit choisir quel algorithme, parce qu'on va voir par la suite qu'il y a une panoplie d'algorithmes qu'on peut utiliser dans le machine learning et plusieurs architectures qu'on peut utiliser dans le deep learning. D'accord? Donc, c'est le choix D'accord, plus de l'algorithme et de l'architecture. Donc, je dis algorithme plus pour le machine learning, l'apprentissage automatique, et je dis architecture pour le deep learning. Par la suite, on va comprendre pourquoi cette différence en notation. Mais la conception, c'est c'est-à-dire quel algorithme on va, ou laquelle technique on va utiliser pour la conception, pour créer notre modèle de classification, que ça soit supervisé ou bien non supervisé. C'est d'accord, bon? merci. Merci, oui. Monsieur, une question, s'il vous Oui, plaît. bien sûr, bien sûr. Monsieur, il y a des classifications dans le domaine géographie, ou bien Mhm, dans la télédétection, la mhm, classification supervisée mhm. et non supervisée. Dans la Oui, classification supervisée, moi qui augmente la machine, ou bien qui augmente, qui, euh,
qui orientait la machine ou bien les images satellites pour détecter l'utilisation du sol Mhm. dans les images satellites. Mais dans la classification non supervisée, la machine qui oriente, moi, je dis qu'il les classe dans un espace qui est occupé dans un espace. Quelle Mhm. est la différence entre la classification supervisée dans le machine learning et deep learning et la classification supervisée et non supervisée dans le domaine de la télédétection? Non, je trouve Merci. c'est le même concept, que ce soit n'importe où on va l'utiliser. Quand on parle de superviser, c'est-à-dire que le modèle ou bien l'algorithme que, pour jamais parler techniquement, c'est l'algorithme ou bien l'algorithme machine learning ou bien l'architecture deep learning. On va procéder à ce qu'on appelle l'entraînement, c'est-à-dire on va passer des données, c'est-à-dire on doit avoir au préalable des données avec leurs étiquettes. C'est-à-dire je vais dire voilà une image et Oui, voilà le sol, voilà voilà. je sais L'eau, pas voilà les les forêts bâtiments, et les ainsi de suite. bâtiments, oui. Oui, D'accord? Donc ça c'est supervisé, c'est-à-dire le modèle va apprendre à partir de ces annotations. Et par la suite, je vais lui proposer une nouvelle entrée. Elle va pouvoir faire cette classification. D'accord? oui, Dans la classification non supervisée, il n'y a pas d'annotation ni rien. Donc, le modèle va essayer de faire un regroupement, ce qu'on appelle le clustering, à partir des informations communes qui sont présentées dans les données. D'accord? oui, Sur quoi tu parles, c'est ce qu'on appelle la segmentation sémantique, je pense, Yak. oui, C'est-à-dire que on aura les deux. On aura une classification non supervisée pour regrouper les éléments, c'est-à-dire il va segmenter l'image, par exemple, en des régions. Et pour chaque région, il va utiliser un modèle supervisé pour la classifier. غادي يقسم لي l'image les وغادي يقول لي هذا oui, bâtiment. Donc هنا c'est la classification, c'est-à-dire la segmentation supervisé. sémantique. Oui, Sémantique, c'est les deux. Ce sont les deux à la fois. Donc, nous avons en premier lieu une segmentation ou bien une classification non supervisée suivie d'une classification supervisée. D'accord? d'accord, oui. Mais est-ce qu'en machine learning ou bien deep learning, c'est la même chose? D'accord? Ce sont juste qui changent, c'est la technique utilisée, c'est-à-dire qu'on va utiliser des algorithmes basiques et dans le deep learning, on va utiliser des architectures un peu avancées. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci, merci. D'accord. Mm. D'accord. Donc, par la suite, on va parler des étapes clés, c'est-à-dire les étapes qui ont de l'importance, que ce soit dans le machine learning ou bien dans le deep learning pour la conception dans le cycle de vie. Donc, la première, j'ai dit que la première des étapes, c'est la collection de données, ou bien la collecte de données. Euh, je l'ai pas mal de fois dit, c'est qu'une intelligence artificielle a besoin essentiellement des données et surtout qu'elle a besoin des données, c'est-à-dire de très bonne qualité. Si on a Parce que si j'ai des données qui sont très représentatives, très significatives, n'importe quel modèle, n'importe quel algorithme, n'importe quelle architecture sera capable de les classifier ou bien de les séparer. Ça dépend de est-ce que c'est supervisé ou bien non supervisé. Donc pour dire que les données dans l'intelligence artificielle a un impact significatif sur la performance et la qualité et surtout la généralisation du modèle. On dit toujours que on peut avoir un modèle ou bien une architecture très performante, mais si on n'a pas assez de données, c'est-à-dire que la performance de cette architecture ou bien cet algorithme ne sera pas comme on l'espère. Donc, ceci dit que si on dispose de données de très bonne qualité, on aura un modèle de classification qui est automatiquement performant. Donc, pour la collecte, c'est-à-dire ou bien la source de données, nous avons généralement deux choix. Soit ce qu'on utilise très souvent, on utilise une base de données ou bien un jeu de données ou bien un dataset qui est public, c'est-à-dire qui est disponible sur Internet. Et ça, il faut bien chercher une source qui soit fiable. Donc non, c'est-à-dire ce type d'utilisation de données
Ce qu'on fait, nous, dans la recherche scientifique, c'est que on utilise surtout les données issues des compétitions ou bien des challenges. Pourquoi? Parce que les sources de données sont construites par des experts et comme exemple de plateforme de challenge, nous avons la plateforme Kaggle. Si je veux travailler sur un contexte ou bien un sujet bien précis, je me rends sur le site de Kaggle et je tape le nom ou bien les mots-clés sur lesquels je veux travailler. Je vais chercher par dataset et je vais essayer de voir les datasets qui ont été proposés dans le cadre des compétitions. Et je suis sûr que la source de données que je vais télécharger, elle est fiable. Deuxième point qui est un peu délicat, c'est de créer son propre dataset. Délicat parce que là, on aura besoin de l'expertise pour la collection. Et surtout, si on veut travailler dans un contexte supervisé, il faut faire les annotations manuellement. Et ceci, ça va demander certainement beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit, c'est de l'expertise. Et honnêtement, dans ce contexte, surtout dans le contexte médical, on ne trouve pas un spécialiste pour nous faire l'annotation. Heureusement qu'il y a des techniques très récentes qui permettent, c'est-à-dire qu'on peut demander à un expert de nous faire les annotations de quelques données, puisqu'il n'a pas le temps pour le faire, et on peut utiliser d'autres types ou bien d'autres techniques deep learning pour annoter, c'est-à-dire pour utiliser un modèle deep learning pour faire les annotations. Et bien sûr, il faut toujours l'avis de l'expert pour valider ces annotations. Donc, ce sont les deux techniques, soit télécharger un dataset et surtout à partir des compétitions, ou bien créer son propre dataset. Dans la deuxième étape, j'ai parlé de l'ingénie de traitement ou bien du pré-traitement des données. Nous avons ici une étape clé qu'on appelle ou bien qu'on note l'ingénierie de caractéristiques, Features Engineering. Donc, cette étape, elle est vraiment très importante pour la réussite ou bien pour avoir un modèle très performant. Cette étape consiste à préparer, à traiter les données pour pouvoir les utiliser par un modèle de classification. Donc, selon des études ou bien qui ont été, qui sont, pardon, qui sont publiées sur Internet, surtout une enquête de Forbes, les data scientists consacrent plus de 80% de leur temps à la préparation des données. C'est-à-dire les pourcentages après une étude disent que 19% du temps alloués total pour la conception du modèle sont consacrés pour la collection, 60% pour le nettoyage et pour l'organisation. Donc, dans ce processus, nous avons l'extraction des caractéristiques. On va voir que pour le machine learning, nous allons nous-mêmes, c'est-à-dire le développeur, celui qui va concevoir le modèle, qui va extraire les caractéristiques et on dit qu'on les extrait manuellement. C'est pas manuellement à la main comme on le dit, mais c'est-à-dire qu'on va utiliser des algorithmes ou bien des techniques pour extraire ces informations. Donc, on parle une caractérisation. C'est quoi une caractéristique? C'est une information ou bien un attribut qui permet de représenter correctement et surtout pertinemment l'information représentée dans les données. Et dans cette partie d'ingénierie de caractéristiques, nous avons aussi des traitements qui permettent de améliorer la représentation, comme par exemple le traitement des valeurs manquantes, le traitement des valeurs aberrantes, c'est-à-dire les valeurs qui sortent de l'ordinaire, il faut les traiter, soit l'éliminer, soit de les éliminer ou bien de les approcher. Aussi, on peut faire appel à ce qu'on appelle la normalisation des données, ce qui consiste à rendre les données dans le même intervalle. On va voir par la suite en détail dans une séance dédiée à l'ingénierie de caractéristiques et l'impact de chacune de ces étapes. Et on peut même faire ce qu'on appelle la sélection de caractéristiques, c'est-à-dire une fois nous avons extrait un ensemble ou bien un nombre de caractéristiques, toujours on se demande est-ce que on a besoin
est-ce que toutes ces caractéristiques sont essentielles, sont pertinentes? Et nous allons voir qu'il y a des techniques pour prendre, bien pour répondre à cette question et pour sélectionner seulement les caractéristiques les plus pertinentes et ainsi réduire la dimension de notre représentation de données. Et bien sûr, nous avons d'autres algorithmes pour la réduction de la dimensionnalité qu'on va voir par la suite en détail. Donc après, c'est-à-dire après la préparation des données, nous avons la conception de notre modèle de classification. C'est quoi? C'est en machine learning, c'est le choix d'un algorithme de classification et en deep learning, on parle surtout des architectures. Donc pour que, c'est-à-dire les algorithmes de machine learning ou bien les architectures de deep learning, on doit définir ce qu'on appelle les hyperparamètres. C'est-à-dire que ce sont des paramètres qu'on doit choisir au préalable par le développeur. Et bien sûr, il y a des techniques qui permettent de faire ce choix pour nous d'une manière automatique. Euh, c'est-à-dire que je peux citer ce que même la méthode la plus utilisée, c'est le grid search. Alors, après, dans le contexte d'une classification supervisée, utiliser les données et leurs étiquettes pour entraîner le modèle de classification. L'entraînement, donc j'ai dit dans le slide précédent, c'est que pour un algorithme de machine learning ou bien pour une architecture deep learning, nous avons les hyperparamètres. Les hyperparamètres sont fixés au préalable. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des paramètres entraînables. Et ces paramètres entraînables, d'où le terme entraînable, seront estimés par le processus d'entraînement ou bien d'apprentissage. Et ces paramètres, c'est ceux qui nous permettent, ou bien qui vont nous permettre de faire le mapping, ou bien le lien, ou bien la correspondance entre les données et leurs étiquettes. Et ces paramètres seront, comme je viens de le dire, estimés par l'entraînement, qui seront utilisés par la suite, après entraînement, pour permettre à notre modèle de prédire une classe, ou bien les classes des données nouvelles. Bien sûr, avant le déploiement, c'est-à-dire après l'entraînement, il faut toujours évaluer notre modèle. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'après entraînement, c'est bon, donc on va utiliser notre modèle, c'est-à-dire le déployer, le consommer, faire l'inférence ou autre. Il faut obligatoirement savoir à quel niveau on peut lui faire confiance et automatiquement, on parle de l'évaluation d'un modèle. Donc, pour évaluer un modèle, que ça soit supervisé ou bien non supervisé, il y a des métriques, il y a des mesures qu'on peut utiliser. Donc, pour la classification supervisée, nous avons l'accuracy, la précision, le rappel, le F1 score, la matrice de confusion et bien d'autres. On peut même faire ce qu'on appelle la validation croisée pour éviter un problème dont souffrent la majorité des algorithmes et des architectures deep learning, c'est le surapprentissage, c'est-à-dire que le modèle ou bien l'algorithme va apprendre, va beaucoup apprendre, c'est le terme surapprentissage, va beaucoup apprendre sur les données d'entraînement, mais ne peut pas faire la généralisation, c'est-à-dire que si on lui donne une nouvelle entrée qu'il n'a jamais vue dans l'entraînement, il ne sera pas capable de la classifier ou bien de prédire sa classe d'une manière correcte. Alors, donc, je vous ai présenté avant les étapes standards pour la conception d'un modèle de classification. Cependant, pour chacune de ces étapes, on peut faire appel à quelques techniques pour améliorer, c'est-à-dire que l'objectif toujours, c'est l'amélioration de la performance d'un modèle de classification. Alors, dans la partie de collecte de données, j'ai dit qu'on peut soit utiliser un dataset, bien un jeu de données qu'on peut télécharger à partir d'un site public, bien d'un site de compétition de chaînage, ou bien créer notre dataset. Mais si, après collecte de données, c'est avéré que notre jeu de données n'est pas suffisant. C'est-à-dire que les données ou bien le comportement de notre modèle fait en sorte à ce que il n'a pas assez de données pour qu'il soit performant. Donc là, on peut faire
appel à des techniques pour augmenter c'est le terme qu'on utilise, c'est l'augmentation des données. C'est-à-dire, on peut agrandir notre dataset. Il y a des techniques qu'on peut utiliser et on peut même faire appel à l'IA générative pour générer de nouvelles données. Et pour la conception d'un modèle de données, c'est-à-dire, j'ai dit que pour le machine learning, on va utiliser un des algorithmes de machine learning. Pour le deep learning, on va utiliser une des architectures deep learning. Mais il y a d'autres techniques qui permettent de booster le modèle, c'est-à-dire d'utiliser des modèles un peu avancés. Je peux citer ici l'ensemble learning, ce qu'on note, c'est-à-dire c'est l'apprentissage ensembliste. C'est-à-dire au lieu d'utiliser un seul modèle, on peut utiliser plusieurs modèles à la fois et combiner leurs résultats. C'est-à-dire là, on va parler de l'ensemble learning, on va voir l'agrégation, le bagging, le stacking ou bien le boosting. Ce sont des techniques qui permettent d'utiliser plus un seul modèle à la fois. On peut même des fois, comme je l'ai déjà signalé au le premier slide, c'est qu'on peut, c'est-à-dire qu'on a parlé dans les étapes ou bien dans le cycle de vie de l'entraînement de données. D'accord? Nous avons notre dataset et on va entraîner notre modèle sur notre dataset. Mais si dans la première partie, nous n'avons pas assez de données pour que notre modèle soit performant, on peut utiliser un modèle qui a été déjà entraîné sur un grand dataset. Et on peut l'adapter pour notre dataset et on peut même, ce qu'on appelle, faire re-entraîner ce qu'on note en anglais le fine-tuning sur notre dataset pour renforcer encore sa performance. Donc on va y revenir pour tout ça après pour vous donner plus de détails et voir comment ça marche. Et on peut même utiliser, parce qu'il y a des architectures ou bien des algorithmes de base, et on peut même faire appel à des modèles très avancés comme les transformers ou bien autres comme les capsule networks ou autres. Donc tout ça, on va le voir en détail dans les prochaines séances, Inch'Allah. Donc voilà, on arrive à terme de cette introduction. Nous avons découvert ensemble les fondements de l'intelligence artificielle. Nous nous sommes intéressés plus sur le machine learning et le deep learning. Je vous ai présenté d'une manière générale le cycle de vie d'un modèle de classification en vous présentant chacune des étapes clés de sa conception. Donc à partir, donc c'est une introduction de la formation, du contenu, une initiation d'une manière générale. Mais à partir de la semaine prochaine, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons explorer en détail. Et nous allons commencer par le machine learning, surtout l'apprentissage supervisé. Après, on va voir non supervisé. Après, on va voir comment améliorer la représentation, comment améliorer les modèles de classification. Et après, nous allons commencer le deep learning avec les architectures de base, les architectures très avancées. Et à la fin, nous allons voir c'est-à-dire le traitement de langage naturel, le NLP, avec les architectures dédiées, c'est-à-dire les architectures séquentielles et surtout, nous allons voir l'architecture avancée Transformers. Bien sûr, tout au long de cette formation, nous allons passer en revue les principaux algorithmes et nous allons c'est-à-dire nous allons les implémenter sur Google Colab. C'est tout, je pense. Alors, si vous avez des questions ou bien des suggestions, je suis à votre disposition. À vous la parole. Oui, je vous écoute. Oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur Sabri, Avec plaisir, oui. pour les informations. Bon, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des outils pour vérifier la qualité de données? Comme vous avez dit, les données doivent être de très bonne qualité pour que le modèle soit efficace. Donc, est-ce Mhm, qu'il y a des outils pour vérifier que nos données ce sont de bonne qualité, même si on les fait extraire ou bien télécharger sur une source
une source scientifique comme Kaggle ou Mhm. comme D'accord. ça. Donc, Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est pas de vérifier, mais de procéder à, c'est-à-dire à les améliorer. Par exemple, si on travaille, on a téléchargé un jeu de données à partir de Kaggle, soyez sûr et certain que les données qui ont été proposées, ce sont des données brutes. Et on peut pas utiliser les données brutes directement avec notre modèle. On peut les utiliser et ça va, c'est-à-dire que la performance de notre modèle ne sera pas comme on le souhaite. Mais ce qu'on va faire, et c'est l'ingénierie de caractéristiques, c'est-à-dire ce sont des techniques qu'il faut faire. C'est plus, ce ne sont plus c'est-à-dire des propositions, mais plutôt des recommandations. Avant d'utiliser nos données, il faut toujours au moins faire la normalisation, au moins traiter les valeurs aberrantes, au moins utiliser la transformation logarithmique. Si on travaille avec des données numériques, procéder au traitement des valeurs manquantes et bien d'autres. D'accord? Donc, pour te d'accord. dire, est-ce que le seul moyen de le savoir, c'est d'utiliser un modèle de classification. Mais pour ne pas vraiment tourner en rond, les recommandations, c'est qu'il faut procéder à l'ingénierie de caractéristiques avant de se lancer dans la conception. D'accord? Est-ce Oui, qu'il y a d'accord. d'autres questions? Oui, J'ai une autre question par rapport aux méthodes statistiques. oui. Est-ce Madame, qu'ils ont les méthodes statistiques, est-ce qu'ils ont fait partie, est-ce pour ils font partie bien sûr de l'intelligence artificielle. On peut les c'est utiliser. bien sûr. Le Ki2, on l'utilise pour identifier quelles sont les caractéristiques les plus pertinentes. Le naïf bayésien, c'est un des algorithmes vraiment qui est très performant. Donc toujours, ça se base sur les statistiques, tout ça. L'ACP, c'est une méthode statistique qui permet de réduire la dimensionnalité des représentations de caractéristiques en gardant l'essentiel. D'accord? Donc, mais pour la formation, pour être zama, clair, on va pas rentrer c'est-à-dire on va pas rentrer dans les choses mathématiques, mais plutôt on va les utiliser. D'accord. C'est bon? Donc, Mais, l'objectif mais, d'INA, c'est... mais, Mhm. normalement, sont utilisés, c'est juste pour. C'est sur quelle phase sont efficaces ces méthodes-là? Est-ce que sur la partie prédiction ou bien C'est su- la validation? Mhm. Surtout la préparation des données. Ça D'accord. rentre surtout dans l'ingénierie de caractéristiques. Premièrement, surtout pour la sélection c'est-à-dire des éléments, ou bien les caractéristiques, les features les plus pertinentes. D'accord. Très bien. Mhm. OK, merci beaucoup. C'est très Je bien. t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bien, oui, bonjour, oui. Est-ce que c'est possible, on peut avoir des séances sur l'interprétabilité du modèle et l'explication du modèle? C'est un peu avancé. D'accord? Le XI, c'est un peu vraiment avancé parce qu'on doit comprendre l'objectif de cette formation, c'est déjà, là, on a prévu de faire d'autres formations sur les techniques avancées et ça fait partie de XI. Mais je sais D'accord. pas, peut-être si vous voulez par la suite euh, c'est-à-dire qu'on fasse une séance pour voir, ou bien pour comprendre comment les modèles prennent leurs décisions, on peut le faire. Mais vraiment, c'est pas l'objectif de cette formation. Surtout au niveau de la réduction des dimensions avec les méthodes non linéaires, si possible. Là, rien pour être clair, donc l'explicabilité c'est-à-dire c'est que on cherche, juste parce que j'ai pas branché l'alimentation, oui, c'est bon. Donc l'explicabilité, c'est-à-dire XI, on l'utilise surtout pour justifier la décision des modèles, et surtout dans la santé. D'accord? Oui. C'est-à-dire, ce sont des techniques qu'on peut, par exemple, l'image, on peut, après l'utilisation d'un modèle deep learning comme VGG16, par exemple, un modèle X, Oui. on peut appliquer des techniques d'explicabilité pour dire, voilà, le modèle
a fourni ou bien c'est basé sur ces informations, c'est-à-dire en général C'est que l'image, ça. sur les zones ou bien sur les caractéristiques pour prendre les décisions. C'est plus pour donner une valeur ou bien pour aider l'expert à faire confiance sur notre modèle de classification. Mais Ah, sur la d'accord. sélection ou bien d'autres, c'est autre chose. D'accord? On va utiliser des techniques statistiques pour prendre la décision quelles caractéristiques à utiliser. Et c'est pas quelles caractéristiques, c'est-à-dire à utiliser pour la classification, mais pas quelles caractéristiques ou bien sur quelles caractéristiques s'est basé le modèle pour prendre la décision. Ce sont deux choses distinctes. D'accord, ok. J'espère que c'est clair. Oui, c'est clair. Merci. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, Posez salam vos alaikum. questions. Alaykoum Salam salam wa alaikum. rahmatullah. Bonjour, professeur Favre. Bonjour. S'il vous plaît, pour mes questions, je les poser dans le chat, si c'est possible de les voir. Les questions, Mhm. s'il vous plaît. Merci. D'accord. D'accord, oui, je les vois. Donc, à quelle limite peut-on générer des nouvelles données via GenAI? C'est-à-dire, quand tu parles de limite, est-ce que limite de qualité? Parce que pour les méthodes génératives, il y en a pas mal. Là, t'es qu'un exemple, c'est-à-dire, cet exemple c'est-à-dire qu'on peut comprendre tous, c'est que on peut, c'est-à-dire une des techniques c'est-à-dire qui utilise la fusion, ben, c'est pas l'objectif de notre formation parce que c'est avancé. Juste pour répondre rapidement, c'est que on peut, pour la fusion, on ajoute du bruit et on l'enlève. Donc, la limite, ici, on n'a pas de limite. On peut parler de la limite côté qualité, mais toujours côté qualité, parce que des fois, on n'a pas besoin de la qualité sur les données extraites, mais plutôt on a besoin de la quantité. D'accord? C'est vraiment, c'est une question à deux sens. La Oui, limite, on n'en a pas. D'accord? On peut faire ce qu'on veut. Mais si on oui, parle de la... Oui? oui, parce que dans la dernière slide, vous avez dit que donc, si on a besoin d'autres données, donc on peut utiliser Ouais. l'IA Ah, c'est générative. ça. Donc, Hmm. c'est pour ça que j'ai demandé, donc, c'est-à-dire, voilà, donc, est-ce que selon le besoin, on peut générer les données, donc, quel type de données déjà, donc, et est-ce qu'on a une adaptation par modèle, c'est-à-dire pour deep learning, machine learning, c'est ça ma Mhm. question. Ah, d'accord. Merci. Donc, pour générer les données pour l'augmentation, bien sûr, il faut toujours valider la donnée générée. Parce qu'on peut pas dire, voilà, on a généré une donnée. Toujours, par exemple, quand on parle de bruit, si je suis dans le contexte médical, la fusion ne sert à rien. Je vais pas utiliser les techniques mais plutôt, je peux utiliser c'est-à-dire d'autres techniques comme les GANs ou bien autres qui permettent c'est-à-dire que la qualité de l'image générée, je suis sûr que elle est de bonne qualité, mais bien sûr, il faut la valider avec un modèle de classification. D'accord? Donc, Ok, très bien. la deuxième question, les recommandations pour la collecte et nettoyage de données selon, c'est pas, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire quelles sont les recommandations? Toujours pour la collecte, il faut toujours, vraiment, Oui, il faut utiliser exactement. un dataset, c'est-à-dire de référence. Toujours. On sait bien que les datasets de challenge sont des datasets complexes, ne permettent pas d'avoir de très bonnes performances, mais ça reste que on leur fait confiance. D'accord? Après, pour le nettoyage, il y a des techniques ou bien des règles qu'on doit suivre. Si on est dans le NLP, il y a le pipeline de NLP qu'il faut suivre. Si on est dans les données numériques ou autres, il y a le pipeline, c'est-à-dire il faut commencer par la suppression des caractéristiques non utilisables, après par le traitement des valeurs manquantes, après par le traitement des valeurs aberrantes, et ainsi de suite. D'accord? Donc, Ok, ok. donc, juste que comme je l'ai déjà signalé, pour le machine learning, on, on pousse cette étape de pré-traitement parce que les algorithmes, on va utiliser directement les caractéristiques avec un algorithme. Par contre, pour le deep learning, on va voir dans la partie deep learning qu'il y a une première partie des architectures deep learning qui permet d'extraire encore les caractéristiques automatiquement.
pour le deep learning, on a besoin d'une grande quantité de données. C'est pourquoi on ne procède pas à un On nettoyage. vous entend mal, monsieur. Oui, c'est bon maintenant? Oui, maintenant C'est c'est bon. bon? D'accord. Je disais que le degré de pré-traitement diffère entre machine learning et deep learning. En machine learning, il faut vraiment bien préparer les données. Si on travaille avec des algorithmes comme SVM ou bien autres, si on a des valeurs aberrantes, c'est vraiment, ça va fausser la performance de notre modèle. Mais par contre, pour le deep learning a besoin de données. Et le nettoyage ou bien le pré-traitement de deep learning, il est vraiment, on procède à des techniques un peu, c'est-à-dire superficielles pour ne pas réduire la quantité ou bien, c'est ça, pour ne pas réduire la quantité parce que j'ai dit que dans le deep learning, il y a une première partie qui permet d'extraire encore de l'information à partir de l'information qu'on a, c'est-à-dire il fait l'extraction de caractéristiques manuelles. D'accord, deuxième question, Ok, la très bien. troisième. D'accord, c'est bon. Juste dans ce sens, oui, merci donc pour la réponse. Juste dans ce sens, par exemple, si on a un dataset sous format d'image, donc j'aimerais bien savoir juste est-ce qu'on a voilà, donc, des plateformes de publication de ces datasets voilà, pour vous recommander. Donc, est-ce que vous avez une idée sur des Toujours. plateformes de Mhm. publication de datasets sous format d'image, par exemple. D'accord, toujours. Là, on Voilà, donc, utilise Kaggle. On lui fait confiance, mais des fois, par exemple, là, on travaille sur un sujet de la détection de la dépression. Dépression, nous avons trois, c'est-à-dire trois modalités, le texte, le son et l'image. On a des datasets sur Kaggle, mais on a utilisé un dataset spécifique par des experts et automatiquement, on fait une demande via l'établissement et ils nous ont envoyé le lien pour le télécharger. D'accord? C'est pour dire que il y a vraiment pas mal de ressources à utiliser, mais à chaque application, il y a une utilisation, c'est-à-dire une ressource ou bien un dataset bien adapté. Mais par exemple, ok, pour les d'accord. images, c'est bon? D'accord, pour publier le nôtre, par exemple, donc si on a un dataset, donc on va mettre à la disposition de la communauté, par exemple, Bien donc sûr. pour des Bon, futures utilisations, donc c'est pas non, c'est ça ma hmm. question exactement. D'accord. Donc, on le dit toujours, c'est-à-dire un article de dataset est mieux cité qu'un article de recherche scientifique parce que on a besoin des datasets. Mais toujours pour avoir un dataset, il y a des étapes de validation à suivre. D'accord? Donc, c'est pas à la portée de tout le monde de proposer son dataset, mais ça aide la communauté. C'est très intéressant de mettre en ligne des ressources. J'ai une question. Est-ce que cette formation nécessite un certain prérequis? Le prérequis ici, c'est d'avoir des connaissances de base, c'est-à-dire surtout en programmation, parce que le reste, euh, j'essaie à chaque fois de faire des supports à la portée de tout le monde. Déjà, vous pouvez, pour ceux qui n'ont jamais eu contact avec moi, vous pouvez consulter la chaîne YouTube pour voir les supports et c'est-à-dire, c'est pas se mesurer pour voir est-ce que vous pouvez suivre cette formation. Ce que je vais faire par la suite, c'est que j'ai déjà préparé deux vidéos que je partage avec tout le monde et je vais partager avec vous. C'est pour une initiation de Python pour l'apprentissage automatique, le machine learning, une autre vidéo pour l'utilisation de Colab. D'accord? Et si vous vous sentez, c'est-à-dire vous êtes capable de suivre surtout la vidéo de Python avec machine learning, vous avez les prérequis. Donc, prérequis pour cette formation, ce sont des connaissances de base en programmation. Et bien sûr, si vous avez un besoin de recherche scientifique, il faut penser comment, comme a dit Ahmed tout à l'heure, c'est que comment se projeter avec le machine learning. Quels sont les axes qui seront touchés dans cette formation? Donc, nous allons essayer de toucher tous les axes. Nous allons commencer par, c'est-à-dire les données en général. On va travailler le côté médical. Nous allons utiliser des données numériques. Nous allons utiliser des données images. Nous allons utiliser des données textuelles. Quoi d'autre? Les exemples sont très diversifiés. Il y a du tout.
D'accord? Donc, l'essentiel sera vu et traité. Mhm. D'accord. Concernant Learning Analytics, j'ai un PFE. D'accord. Quand c'est qui? Mohamed, pour Learning Analytics, qu'est-ce que tu veux dire par Learning Analytics? Je fais une prédiction, Mhm. dans la prédiction des compétences numériques à l'aide du learning analytique. C'est Comment quoi utiliser les algorithmes de machine learning? donc c'est le Assegan. Donc Assegan, c'est autre chose. Donc c'est pas Mohamed Qadewi, d'accord. Donc comment utiliser j'ai pas bien compris le Learning Analytics, c'est-à-dire pour l'analyse ou bien pour autre. Pour analyser les données du learning au C'est-à-dire niveau des pour est-ce plateformes que Mhm. de l'enseignement à distance. Ah, d'accord. Donc c'est-à-dire que tu as des données des plateformes, c'est-à-dire de l'enseignement en ligne, et tu veux faire une analyse. Oui, oui, bien Ah, sûr. d'accord. Mhm. Donc, en général, tu vas procéder c'est-à-dire l'analyse visuelle avec des représentations graphiques, je pense. C'est ça? Déjà, بديتي البي اف Oui, ولا عاد شنو درتي لحد الآن؟ Qu'est-ce que tu as fait oui, jusqu'ici? oui, هذا غنبدأ. D'accord. Donc, en général, pour le machine learning et le deep learning, c'est-à-dire c'est-à-dire que, par exemple, dans les systèmes de recommandation, on peut l'utiliser pour recommander des parcours d'enseignement. D'accord? On peut l'utiliser, par exemple, pour ouais, des travaux qu'on a déjà faits, c'est que pour voir quels sont dans une formation X, quels sont les profils les mieux adaptés, quels sont les profils qui ont pu réussir. Donc, on fait de l'analyse avec le machine learning, mais c'est pas directement. D'accord? Mais on peut le faire. Avec ces algorithmes, on peut le faire. Pour faire Donc, une orientation des étudiants. orientation, oui. Déjà, on a Oui. commencé, ça fait 5, 6 années, mais le projet n'a pas abouti. C'est que on a essayé à ce que d'avoir une plateforme, surtout au niveau du site de la faculté des sciences d'Almaraz. N'a pas abouti parce que le changement qu'a fait Mirawi vraiment nous a désorientés, parce qu'on avait les données sur les étudiants de la FSDM et on a commencé à les étudier pour orienter automatiquement les bacheliers. C'est-à-dire que la plateforme qu'on visait, c'est que l'étudiant, un bachelier, va saisir ces informations, les notes, le milieu, ainsi de suite, et le système va lui proposer le parcours le mieux adapté. D'accord? Parce qu'on avait accès aux données, c'est-à-dire et surtout les étudiants qui ont réussi, qui ont échoué, ils ont échoué sur à quel niveau, ainsi de suite. Mais c'est pas Miraoui, c'est Hamzazi qui a changé et on n'a pas pu vraiment avancer. On va attendre ce que la promo de Sally pour avoir des données pertinentes. On peut le faire, mais on peut le faire pour répondre à ta question. Donc il y avait une Merci. question qui a été supprimée. Mhm. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question là, mais elle n'est plus là. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une question, Nayab. Comment faire utiliser un modèle machine learning pour la conception d'un filtre de capteur optimal qui a détecté proportion d'un liquide dans le domaine télécommunication? Donc, pour répondre d'une manière générale, c'est que chaque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut modéliser soit mathématiquement ou là qu'on peut comprendre, parce que j'ai dit le début, c'est que l'intelligence artificielle essaie d'imiter au mieux le comportement humain. Donc, chaque chose que l'humain peut faire, c'est-à-dire la démarche, elle est modélisable, l'intelligence artificielle peut le faire. D'accord? Le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que ça reste parce que l'intelligence artificielle a besoin des données. Et si on a les données, si on est dans un contexte supervisé, c'est-à-dire j'ai les données, voilà les sorties attendues.
j'ai donné sortie attendue. J'ai donné sortie attendue. J'ai un dataset, un jeu de données avec les entrées et les sorties. Automatiquement, le machine learning et le deep learning peut le faire. D'accord? Donc, pour répondre c'est-à-dire, ce sont des questions générales, mais si c'est-à-dire, tu as déjà fait une modélisation et que toi, tu peux le faire, la machine peut le faire pour ta place, mais surtout si on a les données. Si on n'a pas de données, c'est très difficile parce que les modèles IA ont besoin de données. Donc, Bilal, c'est clair? Bilal, tu n'es pas... maintenant. D'accord, là, un problème de son. ما كان سمعوكش يا Bilal, on t'écoute pas. Donc, il y a un problème de son avec Bilal. Mais en général, on peut en discuter de tout ça après par la suite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, sinon, Oui, 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 monsieur. oui, Monsieur. oui. Désolé. Salam alaikum. Allô, Sartoula. Euh, Vas-y, Abdallah. oui, l'utilisation des machine learning ou bien le deep learning pour l'étude des phénomènes naturels comme le Mhm, climat, comme climate change ou bien comme le water mhm, resource ou bien un autre des phénomènes comme la dégradation ou bien la pollution mhm, de l'eau. Parce que mhm. le deep learning et le machine learning plus efficace pour des méthodes qui déjà fait comme l'utilisation scientifique et des méthodes statistiques. Oui, bien sûr. Mais toujours, comme on le dit, donc le deep learning peut faire. Donc, il a été déjà appliqué dans ce contexte. Pas mal d'applications qui ont été proposées pour la prévision ou autre. Mais comme on le dit assez souvent, c'est que si on peut modéliser facilement mathématiquement une problématique, c'est pas la peine d'aller vers le deep learning. D'accord? Mais par contre, si la modélisation elle est complexe, c'est-à-dire mathématiquement, on peut utiliser les données, c'est-à-dire on peut utiliser une architecture deep learning pour faire l'affaire. Pour votre cas, vraiment, il y a pas mal de solutions qui ont été élaborées avec le deep learning, mais toujours, il faut les données pour apprendre, pour aider notre modèle à faire le mapping entre les données et les entrées et les sorties. Monsieur, Mhm. Oui, vas-y, vas-y. pour le AI, il y a un capable pour la production des données, comme les données climatiques ou bien des données dans Pour la l'espace. génération, oui, là, il peut Oui. faire la génération de données. Oui, on peut le faire. Avec l'intelligence, avec les algorithmes avancés de deep learning, on peut générer des données. D'accord? Donc, Oui. remarquez bien que très récemment, il y a des plateformes qui ont été utilisées pour générer n'importe quelle information. Ça reste, est-ce que, comme la question tout à l'heure, est-ce que la donnée générée, elle est c'est-à-dire de qualité souhaitable ou pas? C'est autre chose. Mais on peut générer les données avec le deep learning. Merci, C'est monsieur. bon? Je vous en prie. Oui, merci. Merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vais mettre la vidéo sur YouTube et je vais partager avec vous le lien. Et bien sûr, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.